Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur un sport où un mec reste assis dans du 20%. Vous avez compris, on va parler de la campagne des Ardennaises qui vient de se terminer. On va débriefer Liège-Bastogne-Liège bien sûr, on va revenir un petit peu sur la Flèche Wallonne, voilà. Et puis on va parler de tout ça avec à chaque fois le même vainqueur. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un mec qui a le maillot de champion du monde sur les épaules, j'en dis pas plus. Aujourd'hui avec nous, alors avant de dire aujourd'hui avec nous, c'est que c'est un peu particulier, je suis en vacances, voilà, tout simplement, je suis un peu en décontract, vous allez voir, j'ai même des petites couleurs sur les maillots, un peu décontracté, voilà, donc c'est pour ça que techniquement on n'est pas forcément au point aujourd'hui, mais on va essayer quand même de vivre avec vous ces quelques minutes pour parler de ces Ardennaises. Donc je commence avec donc celui qui est là avec nous chaque semaine, même le plus régulier. On va peut-être faire ça depuis le début de l'année. C'est Thibaut. Salut Thibaut. Salut les gars, ça va? Oui, ça va. Et du coup, avec nous, nous avons James qui est en direct de la course de presse de Liège-Bastogne-Liège. Donc c'est pour ça que des fois, vous pouvez entendre un petit peu de bruit. Salut James. Bonsoir à tous. On va pouvoir commencer pour débriefer ces Ardennaises. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. On commence, bien sûr, par le tempo. Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Et donc on l'avait laissé un petit peu sonner à l'Amstel, on l'avait débriefé la dernière fois. On le récupère avec 2 démonstrations sur la Flèche et Liège, avec un nouveau monument dans la besace, mais bon ça compte plus, il est tellement lourd son sac qu'on sait plus combien il pèse. Avec donc cette victoire sur Liège-Bastogne-Liège, cette victoire sur la Flèche Wallonne, c'est finalement pour Tadej Pogačar, l'Amstel, c'est un petit peu la parenthèse entre voilà, je sais pas, par rapport à ce qu'il a pu faire dernièrement. On l'a vu en démonstration avant, après. Je sais pas ce qu'en pense Thibaut, mais finalement l'Amstel c'était juste un moment, un petit coup de moins bien après Roubaix en fait. Finalement, on a eu peur, on a eu peur. Nous ça va, hein, mais on s'est dit tiens, pourquoi pas un petit coup de mou et tout. Finalement, bon, il a fait fermer notre gueule. Hein. Exactement. Il y a pas d'autre mot. Une petite baisse physique peut-être due à Roubaix, mais visiblement il a eu le temps de récupérer et sur son temps de récupération, on a récupéré le Tadej Pogačar qu'on connaît, le Tadej Pogačar qui est littéralement d'un autre univers. Et d'ailleurs, je voulais te redonner la parole, mais est-ce que tu attendais, est-ce que c'est une surprise de le voir rebondir aussi, parce qu'on en a parlé, c'est vrai pour l'Amstel, est-ce que t'as eu une surprise au moment de voir Tadej Pogačar, on passe le fait de la façon dont il a grimpé le mur de 8, mais juste de savoir le rebond de Pogačar aussi précipité. Non, qu'il soit là sur la Flèche Wallonne, non. Ce qui m'a surpris sur la Flèche Wallonne, c'est pas de voir, par exemple, un coureur comme Remco anticiper, qui aurait pu lui mettre le bâton dans la roue, parce qu'on savait très bien que sur ce type d'effort sur la Flèche Wallonne, Tadej Pogačar, tu l'emmènes, il est un grand favori. Et puis après, pour dimanche, pour aujourd'hui, honnêtement, on savait que ça devait se résumer à un duel, mais un duel qui tournait largement à l'avantage du Slovène. Tiens James, on va revenir vers toi qui est au plus près de la course avec. On a déjà commencé à parler de Remco, ce duel tant attendu. C'était peut-être celui qui pouvait continuer d'embêter sur ces deux courses, la Flèche et Liège. Et finalement, voilà, un petit coup de moins bien lui aussi pour Remco. Bon, qu'il a essayé de dire et d'excuser ça par une préparation tronquée. On peut le comprendre. Mais voilà, je suppose que du côté de la Belgique, ne pas voir Remco au top, ça a été un voilà, pas un drame, mais en tout cas, ça fait mal au cœur. Ouais, c'est un peu coup de massue quand même, parce que voilà, il abordait quand même avec beaucoup de confiance, parce que c'est sa course, hein, Liège. Hein. Remco, il n'avait pas encore perdu à Liège, hein, c'était un 2 sur 2. Et là, on a eu un indice assez vite, hein, le positionnement lointain sur la redoute, ça présageait rien de bon. Et derrière, c'est la déconfiture totale, c'est pas juste une défaite là. C'est vraiment sérieuse déconvenue pour lui et pour tous les espoirs de la Belgique. Hein. Ça a été une journée compliquée et ça a démarré dès les premiers kilomètres avec l'abandon de Maxime Van Gils. Donc c'est vraiment pour la Belgique une doyenne à oublier et au plus vite. Et surtout qu'on attendait Ouais, pardon, vas-y, tu poses la question. Est-ce que en fait on l'a su très vite dès son positionnement, on l'a pas su encore plus tôt avec ce que relevait Philippe Gilbert en live et son bouton de fatigue en interview? Oui, c'est vrai que comme tu l'as dit, il était outsider par rapport à Poggi, mais on avait quand même l'espoir de
de voir au moins un duel. C'est ça qui nous fait le plus mal au cœur, c'est que dans la Redoute, il n'y a pas eu match, il y a eu juste un démarrage de Poggi assis et qui semblait tellement facile. Et là, c'est ça le pire. À la limite, on s'en foutait un petit peu qu'ils perdent. Mais il n'y a même pas eu un semblant de duel. Et ça nous fait très très mal au cœur, évidemment, ici en Belgique. Parce que voilà, on espérait tous, voilà, très clairement, la manière dont ça s'est passé, voilà, un démarrage ça a l'air tellement, je sais pas, tellement facile. Il est assis, on n'a même pas l'impression qu'il est à fond quand il attaque. C'est même pas une attaque proprement dite. C'est ça qui nous détruit aussi le moral, quoi. On savait même plus quoi dire sur la ligne d'arrivée avec mes collègues. On était un peu, voilà, un peu stupéfait une nouvelle fois que, bah oui, il y a un gars qui fait sa course tout seul dans son monde et le reste, ils sont à un autre niveau, quoi. C'est pas le même sport. En plus, rendez-vous manqué à chaque fois entre Remco et Pogačar lorsqu'ils sont, en tout cas, au top de leur forme, annoncé en tout cas quand ils ont Oui. fait de Liège l'objectif de la saison. C'est vrai que voilà, il y a eu cette chute de Pogačar et il y a 2 ans maintenant, je me trompe pas, je me trompe encore, je sais même plus. Non, c'est bon. C'est 2 ans, ok. Je C'est sais ça. plus dans les années tellement il en gagne Pogačar à chaque fois. Et puis du coup, voilà, cette année avec un Remco un petit peu moins bien, tu commençais à dire James, voilà, qu'il y a eu encore une fois une leçon de Tadej Pogačar qui est parti un peu tout seul. Mais Tip, je sais pas ce que t'en penses, mais moi quand je l'ai vu partir tout seul, je me suis dit c'est pas terminé parce qu'il y a eu la jurisprudence Amstel. Enfin je sais pas, moi en tout cas je me suis fait au moins quelques secondes avant qu'ils prennent 30, 20, 40, 50 secondes, mais quelques secondes de réflexion en mode attendez c'est peut-être pas fini. En plus maintenant ils le savent les coureurs que ça peut être possible. Bon finalement pas grand chose, mais je sais pas si toi t'as eu ce tilt à un moment. Jamais de la vie. Ah oui. Jamais de la vie pour deux bonnes raisons. La première, c'est que sur l'Amstel, il est rattrapé par Skelmose et Remco, mais essentiellement grâce à Remco. Le fait est que sur ce Liège, on a compris que Remco ne serait pas au niveau pour le rattraper. Et puis l'autre, c'était la côte de Cornemont qui suivait et un terrain qui était favorable à ce que Tadej Pogačar creuse encore l'écart sur ses adversaires qui sont au-delà d'être parfois désorganisé en dessous de lui physiquement. Ouais, c'est vrai que bon, on a vu tout de suite la différence qui a été faite. James, je sais pas par rapport à la stratégie de course, toi qui as dû voir pas mal de Liège, une anticipation de la part des coureurs, c'est trop dur, tu penses, de voir certaines équipes tenter. On a vu la Lidl Trek en surnombre, on l'a vu même dans le final, mais finalement, bon, même si Chicone a fait deuxième, mais voilà, peut-être des choses à essayer parce que c'est vrai qu'on voit une échappée puis plus rien. Alors déjà par rapport à Lidl Trek, moi je m'y ferai jamais. Quand tu vois des scènes de liesse du côté de la Lidl Trek, comme s'ils avaient gagné le monument alors qu'ils sont que deuxième, moi ça me dépasse. Voilà, déjà ça, je n'arrive vraiment pas à m'y faire. C'est tellement un sentiment de résignation que ça en devient grotesque. Une équipe comme Lidl Trek qui fait une deuxième place sur un monument, on parle de Lidl quand même. Donc, mais tu veux qu'on fasse quoi? Ouais, mais bon, on est face à une équation insoluble. Ouais, mais bon, tu ne célèbres pas ça comme une victoire. Tu l'as pas gagné, Liège, là. Tu vois? Moi, je suis un peu gêné par rapport à ça. Tu peux être satisfait, tu peux te taper dans les mains si tu veux, parce que c'est quand même un bon résultat, un excellent résultat. Et pour Chicone, et c'est super. Il est le best of the rest, donc c'est une petite victoire en soi. Et par rapport à la question de l'anticipation, j'en ai discuté avec pas mal de coureurs. Mais tous me disent la même chose. Écoute, ouais, c'est bien beau d'essayer d'anticiper, mais les équipiers du Slovène impriment un tel tempo que c'est rouleau compresseur, que ça nous puise toute énergie. Alors du coup, et j'ai encore discuté de ça longuement avec Aurélien Paré-Peintre tout à l'heure, il me disait, oui, c'est comme je te disais en avant-course, prendre un coup d'avance, mais bon, prendre quelques secondes pour ensuite tout perdre dans la Redoute, ça sert à rien. Et ici, pareil, même physionomie, ça s'est vérifié dans les faits. Il y avait ce tempo et qui t'empêche en fait toute anticipation possible parce que l'allure du peloton est
est trop rapide. Et puis voilà, il y a aussi cette idée de bah oui, de toute façon, on sait que l'autre il est trop fort. Et on est déjà concentré avant même le départ sur les places d'honneur, sur le podium. Donc il y a même plus cette envie d'anticiper, j'ai l'impression, au sein du peloton, sauf Tobias Foss, Sophie Néos. évidemment. Voilà, sauf Ineos qui a tenté un truc. J'en ai discuté avec eux justement pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Et ils me disaient, bah ouais, on espérait avoir le soutien d'autres équipes. Le but n'était pas de partir à deux comme des couillons. C'était vraiment créer un mouvement de course, un deuxième groupe d'anticipation. Mais il n'y a aucune équipe qui a voulu en briller avec. Et c'est ça qui est malheureux. Moi, c'est c'est une des images les plus tristes de ce Liège-Bastogne, c'est de voir Foss et Jungels comme ça dans un mouvement offensif, sans aucun soutien. Moi, ça me déprime. D'ailleurs, j'avais mis l'élection de l'attaque la plus inutile de l'année, celle de Foss avec Jungels. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vrai que le tempo, on voit aussi là où il y a un tempo énorme, où ils sont quand même donnés. Jungels, il a été à fond et tout. Ils ont eu 10 secondes d'avance, puis en fait, ils ont quasiment pas creusé. Ouais, Tib, tu voulais rajouter quelque chose? Bah, le problème, en fait, il est double et il a une sorte de lien de corrélation entre les deux, ou du moins il est fortement relié. C'est que le peloton est à la fois résigné dans le fait que Tadej Pogačar s'envolera et ne sera pas accompagné. Donc pourquoi lutter, pourquoi anticiper, surtout quand t'as un Domen Nova qui fait un gros travail, du fait de la supériorité physique de Tadej Pogačar contre ce peloton, mais il n'y a pas de coalition parce qu'il y a aussi cette guerre et ce classement UCI où on se bataille pour chaque point, même pour des équipes qui sont qualifiées, parce que les points UCI, personnellement et au niveau du collectif, c'est vendeur. Donc possiblement on aurait peut-être plus de coalitions un peu plus envisageables si on n'avait pas ce classement UCI. Et je rajouterai juste un élément. En fait, ça va encore au-delà des points UCI. C'est juste le fait de réaliser une place d'honneur sur un monument, tout simplement. Parce que c'est ce que le disent les gars aussi, c'est la possibilité de faire quand même pour des gars entre 4 et 10 sur Liège-Bastogne-Liège, mais sur une saison, faire un top 10 sur un monument, ça compte. Donc au-delà des points, il y a quand même cette idée de je vais pas aller tout perdre parce que je peux potentiellement risquer la satisfaction d'un top 10 et ça reste quand même pas mal un top 10 sur un Liège-Bastogne-Liège. Ça compte sur un CV. Demandez à Simone Velasco s'il n'a pas réussi sa victoire avec Astana qui marque encore de gros points. Pour revenir sur Pogačar, on a quand même vu une campagne de classique tout court, quasiment historique. J'ai été voir un petit peu ce qui s'était fait dernièrement avec donc Eddy Merckx en 69 qui avait remporté Milan-San Remo, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et deuxième de Paris-Roubaix. Donc on est dans ces eaux-là quasiment pour Pogačar à une place près, on va dire avec Milan-San Remo. Voilà, c'est juste voilà, une campagne historique, ça y a rien à rajouter, mais je voulais poser une question par rapport à la démonstration d'aujourd'hui. Type, tiens, peut-être que tu peux avoir la réponse, en tout cas tu peux y réfléchir. C'est quoi qui t'a le plus impressionné? C'est la Flèche Wallonne avec cette attaque assis, ou c'est Liège-Bastogne-Liège où il met 2 minutes à tout le monde tranquille? Honnêtement, le voir attaquer, c'est pas dans l'attaque assise sur le mur de 8 que le voir attaquer de si loin, parce que on le sait, le mur de 8 ça reste un effort qu'il faut maîtriser et faut pas non plus se brûler les ailes trop tôt. Et sur les précédentes éditions, il attendait de passer la petite chapelle à 200 mètres. Que là, non, il a pas du tout attendu. Il a même pas du tout attendu le virage Criquet-Lyon. Il a attaqué avant. Donc c'est sans doute le placement de son attaque plus que aujourd'hui où il attaque assis à 900 mètres comme l'année dernière. Peut-être avec une facilité déconcertante. C'est même pas une attaque, c'est une accélération en fait. Mais non, c'est surtout le placement de son attaque sur le mur de 8. Et toi, James, qu'est-ce qui t'a le plus choqué, impressionné de Pogačar? Est-ce que c'est la Flèche ou est-ce que c'est Liège? Très clairement la Flèche, parce que le fait d'attaquer dans le passage le plus raide, eh bien, voilà, c'était quasiment du jamais vu.
Donc voilà. Et alors aujourd'hui, moi ce qui me sidère le plus, c'est qu'il n'y a même pas un gars qui essaye d'aller dans la roue. Parce que comme le dit si bien Natib, c'est juste une accélération. C'est pas une attaque de Poggi. Oui, il Ils essayent teste. même Il a plus. dit, là, il Parce testait. qu'ils ont peur de se faire exploser derrière. Ils ont peur ensuite. Parce qu'on a l'habitude évidemment avec Poggi derrière, si tu prends sa roue, que tu essayes de le suivre, généralement tu reçois le tarif. Mais c'est ça qui est triste en fait, il n'y a même plus un gars qui essaye, ils sont tous résignés. Ils sont déjà en mode, bah ouais c'est bon, il est parti. Parce que là, ils se disent certainement, ouais, il est même pas à fond, qu'est-ce que ça va être quand il va attaquer? Parce qu'évidemment, il est pas à fond là. On est bien tous d'accord quand même. Et il leur a mis une telle volée mercredi que, enfin, tu te dis, enfin, de ce que j'ai chronométré, et revu des éditions précédentes de la Flèche Wallonne, où j'avais fait le comparatif pour voir si l'approche était vraiment si lente qu'on le disait, pour justifier un peu de sa performance. Mais c'est surtout, sans doute, et ça se vérifiera au chrono si je me retape les éditions, le virage Criquet-Lyon le plus rapide de tous les temps. Ah oui, donc t'as repris, parce qu'il y avait une comparaison, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, une comparaison de mode, voilà, est-ce qu'il y a une approche lente et tout, et finalement elle était plutôt, on va dire, dans la moyenne, c'était pas non plus hyper lent, mais non pas non plus hyper rapide, et puis après, pareil pour la suite, mais c'est pas le record, mais parce que derrière il fait quand même combien de mètres en roue libre derrière, enfin je veux dire là, le final, il fait, et Et franchement les il se met en 75 derniers wheeling, mètres. et il se met en wheeling à la fin, c'est pareil quoi, enfin il perd un temps fou ici. Ah oui, bah très clairement, il perd sur les meilleurs temps, il perd jusqu'à 6 secondes. Ouais. Donc c'est une éternité sur 75 mètres. De toute façon, ces histoires de comparaison, on en fait ce qu'on veut, mais ça tient. Enfin, c'est pas non plus hyper intéressant au final, parce que ce qui compte, c'est par rapport à la concurrence, le jour J, dans les conditions que tu as, la différence que tu mets et où est-ce que tu places ton attaque. Oui, c'est ce que disait Finistoire. Mais c'est juste ahurissant. Le mec, enfin, qu'est-ce qu'on dit depuis le début dans la Flèche Wallonne? Il faut doser, bien timer son effort, son attaque. Il fait tout le contraire, le mec. C'est une aberration tactique, son attaque. Si quelqu'un d'autre fait ça, on lui dit, mais non, mais il est con. Mais lui, il est tellement au-dessus qu'il se permet même Ouais. cette erreur tactique. Ouais, Mais c'est de la folie. il y avait une histoire qui C'est une disait dinguerie totale. dans le chat, c'est ce que disait Thibaut qui le mettait dans le chat, que c'était peut-être ce qui était le plus impressionnant par rapport Ouais, à. c'est le delta avec le second, quoi. Et le delta avec le second, c'est 10 secondes. Et 10 secondes en ayant une marge de 6 secondes en se reposant. Ouais, voilà. Et même si on aime beaucoup Kevin Mauclin, c'était pas face à un Remco par exemple des grandes heures, etc. Mais bon, la deuxième place de Vauclin, on la prend parce qu'on n'a pas grand chose à se mettre du côté français. Je voulais justement revenir un petit peu. On va rétro-pédaler sur les Français parce que ça fait quand même la deuxième fois sur deux courses majeures que l'on voit une attaque d'Alaphilippe qui a été vraiment très bon dans la Redoute et qui derrière s'était un peu écrasé pour finir aux côtés de Remco. D'ailleurs, je crois qu'ils sont tous les deux 58e, 59e, quelque chose comme ça. Tib, franchement, Julien Alaphilippe, c'est stratégie particulière. J'ai envie de dire, je sais pas si tu trouves ça un peu bizarre, mais moi j'y ai cru pendant un moment et puis après compliqué. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais voilà, je me posais la question. Aussi, c'était bien, mais bon, après, si le physique suit pas à la fin et que t'es cramé, tu peux rien. Oui, on a un Alaphilippe qui est au rendez-vous dans les moments clés, mais sur la fin, bah, ça pêche physiquement. C'est plus le Alaphilippe des grands temps, c'est tout aussi simple que cela. Il est capable sur un coup comme ça de faire très mal. On l'a vu quand même hein, sur la Redoute, ça rigolait pas. Hein. Il était là parmi les meilleurs, mais c'est vrai qu'on a l'impression que plus les kilomètres défilent, moins il a de chance, ce qui est dommageable par rapport à ça. Tu voulais dire quelque chose, James? Ben, tout simplement qu'on voit bien qu'une fois qu'on passe la barre des 220, 230 pour Alaphilippe, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est ça le problème un petit peu qui se pose sur cette semaine ardennaise. Les idées sont là. Il avait l'idée sur l'Amstel d'anticiper, pas de bol. Le Slovène va dans sa roue et puis derrière il le ridiculise. Mais l'idée était bonne, c'était d'anticiper. Sauf que Poggi a dit, bah non, on laisse pas partir un Alaphilippe, il faut le respecter. Et donc du coup, voilà. Et ça fait peut-être aussi partie de l'explication de la défaite de Poggi, parce que finalement ça l'a
contraint à sortir plus tôt que prévu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez derrière, on a vu, hein, Alaphilippe, il pédalait carré, hein, c'était à la fin, il avançait plus, mais il a essayé. Donc, franchement, moi, un coureur qui essaye aujourd'hui, je lui tire déjà mon coup de chapeau parce que, franchement, lui, ce soir, il n'a pas de regret. C'est un coureur qui a été obligé de se réinventer l'année dernière en partant en échappée et en s'imposant sur la plus grande échappée qu'il ait jamais fait. C'était quoi, 120 km Sur le Giro, je sais pas, mais très long. Ouais, c'était à 3 chiffres en tout cas. C'était proche des 120 où il se barre à 2 hein, avec Maestri. Donc ça te place déjà un Alaphilippe qui n'est plus le Alaphilippe d'avant parce que Alaphilippe c'est le plus grand succès. Il les a bâtis sur ce que j'appelais des efforts Alaphilippesques, c'est-à-dire une bosse à une vingtaine de kilomètres suivie d'une descente, d'un replat et puis terminé bonsoir. Ouais, non, mais je suis d'accord par rapport aux Français. Ça a été la bonne surprise un temps, puis après fini en déception. D'ailleurs, par rapport aux déceptions, moi j'ai noté, tiens, son coéquipier Tudor Hirschi qui a fait une campagne ardennaise mais complètement transparente. C'est juste magnifique pour ce Liège. Hein. Je parle seulement. Vauquelin était un petit peu moins bien alors qu'on l'a vraiment très bien vu à la flèche. Skelmose, mais bon, la chute de Skelmose a l'air de à chaque fois il a pas de chance sur Liège. Hein. Il prend soit un coup de froid, soit une chute juste un peu avant. Je sais pas si vous avez d'autres déceptions. Remco, on en a parlé longuement, donc pas besoin de revenir dessus. Je sais pas si vous avez vu d'autres choses qui vous ont plu, pas plu sur ce Liège-Bastogne-Liège. Bah moi c'est la grosse satisfaction c'est Ben Illy hein, parce que Ben Illy faisait partie de ces gros outsiders qu'on pointait surtout parce que c'était le grand rendez-vous, l'Ardennaise qui lui convenait le mieux et celle où il avait fait les plus gros objectifs et on le sait Ben Illy il a souvent des problèmes assez tactiques et ce Liège-Bastogne-Liège, j'ai trouvé que contrairement aux autres courses, il l'a pas couru comme un poulet sans tête. Ouais, non mais surtout c'est une récompense hein, parce qu'il fait lui pour l'inverse d'Hirschi, il fait vraiment une belle campagne. Ben Illy mérite en plus parce qu'il compte jamais ses coups de pédale, ça c'est quand même somptueux et donc du coup je pense que c'est totalement mérité. Il reste juste un petit truc, il va falloir sprinter maintenant parce que vraiment son sprint, je sais pas si vous l'avez vu d'hélico après la fin, mais c'est terrible quand on voit qu'il avance pas du tout le pauvre. Après, c'était dur au bout de la course. Mais à chacun son domaine, à chacun sa spécialité. On n'est pas tous Tadej Pogacar à pouvoir s'imposer sur n'importe quel type de profil. Tu veux dire qu'on n'est pas tous des robots, comme a dit tout à l'heure Remco en conférence de presse ou après la course, je sais pas, entre la zone mixte et la conférence de presse, mais bref, il disait il y a des coups de moins bien. Ça a été le cas pour lui. Voilà donc pour avoir fait le tour de ce Liège-Bastogne-Liège, on me dit aussi Pidcock gros flop. Gros flop non parce qu'il a été quand même acteur, mais c'est vrai que ne pas le voir s'accrocher à Ciccone et Ben Illy, ça a été quand même une mini surprise mine de rien pour cette édition. Petite question, tiens. Maintenant que je vous tiens parce que avant qu'on passe au féminin sur ce Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne qui finit donc en haut du mur de Huy, il y avait des demandes de la part de plusieurs observateurs, acteurs, influenceurs du cyclisme en disant est-ce qu'on changerait pas un petit peu la façon de faire pour la Flèche Wallonne pour éviter que ça soit une course avec du rien et avec 15 secondes de fantastique. Alors moi personnellement, je vous le dis, moi j'adore parce que ça fait partie ça fait changer les courses et qu'on a l'Amstel et Liège qui permet d'équilibrer en termes de moments un peu plus d'usure, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, Thib et puis James. Chacun son moment, c'est un final qu'il ne faut pas changer. Alors oui, peut-être que ce serait plaisant aussi de voir une arrivée qui se finit en solitaire, mais il faut toujours garder cette petite tension et ce mur de Huy en juge de paix final. Hein. Ouais, je suis d'accord. James, non, on en parlait en Belgique de le changer un peu, jamais, non? Oui, on en a parlé, mais je suis d'accord avec vous deux, pas besoin de changer ça. C'est pas parce qu'on a eu ce qui s'est passé qu'il faut tout changer. Voilà, c'est pas forcément là qu'il faut changer. C'est l'approche avant, tu veux dire, c'est autre chose, c'est la façon de courir. On espère en sorte que Poggi soit pas au départ à chaque année, c'est tout. On a eu d'ailleurs cette petite vidéo de Ben Illy qui disait quand est-ce que tu prends ta retraite et tout. Il a dit j'ai un contrat jusqu'en 2030, Pogacar lui répondait. Et donc c'était un peu un moment. On a essayé de l'anticiper.
ou même essayer de l'anticiper. On l'a vu il y a quelques années. T'as quand même Sharman qui a failli aller au bout, qui s'est fait rattraper à 300 mètres de la ligne. Il y a toujours eu cette petite tension. Même Bob Jungels. J'ai hein. souvenir de plein d'éditions. C'est compliqué, mais C'est bon, de compliqué. toute façon, dans tous les cas. Avec les autres qui impriment un tempo de malade, quand tu vois Yann Christé, le tempo qu'il imprime, il fait encore 13 Ouais, c'est vrai. Oui. À un moment donné, voilà, ils sont juste tellement forts que voilà, il faut juste espérer qu'un jour cette équipe devienne un peu moins forte et puis ça rendra un peu les choses intéressantes. Hein. Je veux quand même pointer une satisfaction. Ah. Et c'est moi qui dois le faire côté français, vous imaginez. Axel Laurence, 8e, Oui. c'est quand même pas mal. Oui, c'est Voilà. notre premier français, mais Comment- avec le nombre de Ah, Français qu'on avait dans les premiers, on avait Grégoire qui était acteur, Louis Barré qui était encore là d'ailleurs, bravo à lui. Bah oui, Il a été Ouais. super Guillaume hein, Martin, de bout en bout. ouais. Guillaume Mais Martin c'était était pas là. forcément le premier français qu'on aurait imaginé. Enfin, moi je l'imaginais pas premier français au départ de Liège-Bastogne-Liège. Donc, Moi non plus. et franchement, c'est sympa pour lui. Il sauve un peu sa semaine ardennaise. Ouais. Donc franchement, c'est pas mal du tout pour lui. Je pointerai encore Émile Verstring, 14e dans l'anonymat, mais c'est déjà pas mal du Pour tout. Alpecin, 14e pour Émile Verstring, Alpecin. Et puis évidemment Velasco, ça c'est le casse du siècle. Le 4e, ça c'est Astana a réussi sa doyenne, mais ça c'est fantastique quoi. Déjà, Ils sont en tu- train de réussir leur opération Montana. Incroyable. non mais déjà quand il y a un petit peloton derrière, tu peux toujours t'assurer qu'il y a un mec d'Astana et tu peux toujours t'assurer que le mec d'Astana va gagner ou faire deuxième du sprint quoi qu'il arrive. Tu aurais pu avoir un Champoussin. Je donne les mecs qui gagnent toujours au sprint. Enfin bref, c'est impressionnant. Et puis en plus, il se force. On en a déjà parlé. Il se force à faire le tout, à faire le sprint et tout. Là, c'était le cas aussi des Lidl Trek. Mais Astana, ils se disent, ok, moi je suis pas sprinter du tout. Il y a 20 personnes sur le moi, j'y vais quand même parce que si je fais 9e, on sait jamais pour 5 points UCI, ça peut tout changer. Enfin bref, voilà. Mais le Je suis pas premier. d'accord avec ce qu'a dit Divine Histoire sur le fait qu'Ineos c'était nul collectivement. Ils ont joué leurs cartes comme ils le pouvaient au final parce que ils ont été les seuls à pouvoir anticiper avec les profils qu'ils devaient anticiper. Et puis derrière, ils ont essayé d'être acteurs dans la chasse avec Carlos Rodriguez. Bon, ça a pas payé. Et puis en backup, ils avaient quand même Axel Laurence. Est-ce que ça aurait pu revenir de derrière sur les deux de devant qui se sont Je profite. qui se sont extirpés? Je suis pas sûr. Je profite parce que j'ai parlé avec Axel Laurence. C'est lui qui a demandé sur la fin à ses coéquipiers, bon les gars, je me sens bien, j'ai envie qu'on fasse le sprint pour moi, quoi. Hein, donc voilà, que ce soit aussi assez clair sur ce point-là. Et franchement, avec un top 10 à la clé, donc c'était pas forcément une mauvaise décision de la part du Français, quoi. Ouais, c'est clair, surtout que c'est pas Rodriguez qui aurait fait le sprint comme ça. Sauf que le premier Français, non, ce n'est pas Axel Laurence, c'est Cédrine Carbaol, bien sûr, puisqu'on va parler, la transition est toute faite. On va parler des filles avec cette 4e place de notre Française, mais surtout la victoire historique, il faut le rappeler, de Kim Lecourt sur Liège-Bastogne-Liège. Un Liège-Bastogne-Liège un peu différent que les garçons, peut-être plutôt ce qui ressemblait aux courses masculines il y a quelques années où ça faisait une première sélection dans la Redoute et après on se tapait un petit peu dans la Roche au Faucon. Là ça a été un petit peu ça. Donc la victoire de Kim Lecourt avec Demi Vollering qui loupe encore la victoire. On en parlera de cette campagne ardennaise ratée. Mais voilà, sur la course en elle-même, avec Puck Peters bien sûr dedans, Tib, sur la course en elle-même, on a vu vraiment une course qui était intense, je trouve, du suspense jusqu'au bout, voilà, de l'anticipation avec Anna van der Breggen. Je sais pas, j'ai envie de dire, on s'est éclaté. Enfin, en la regardant, moi, je me suis éclaté. Ah, on s'est régalé, on aurait pu s'attendre à une course un peu plus verrouillée, et, que ça attende la Rochefaucon et que ça se dispute dans la Rochefaucon. Et au final, on a eu des groupes ici et là, et surtout un final sous tension où à chaque fois, on a eu des retours de l'arrière. Donc non, c'était un final qui était appréciable et au final, une très belle vainqueur parce que Kim Lecourt, elle tourne autour depuis le début de saison. Faut rappeler qu'elle a quand même modifié son calendrier parce que elle avait fait de Paris-Roubaix son objectif dans un podcast que j'ai partagé sur
sur X et grand bien lui en a fait parce qu'elle va chercher un monument, à savoir Liège-Bastogne-Liège et maintenant place à la deuxième partie de saison où elle voudra un peu plus aller du côté des GC sans chercher à aller s'imposer juste histoire de se tester. Du côté français, du coup, on a vu Cédrine Kerbarol, actrice, qui a anticipé, qui est partie avec un avant d'Erbreggen, a ensuite réussi à suivre le bon wagon. On a cru un moment à sa victoire quand elle est partie, après le groupe derrière est revenu. Voilà pour on va dire les bonnes, j'ai envie de pas dire les surprises, parce que franchement, c'est des courses de très haut niveau, mais voilà ce qu'on voulait mettre en avant sur ce Liège-Bastogne-Liège qui était vraiment intense, mais aussi des déceptions. La déception, c'est Demi Vollering, on en parlera dans un deuxième temps, mais l'Otto Kopecky, évidemment, James, je me permets, puisque tu es le représentant de la Belgique, l'Otto Kopecky qui se manque pas vraiment, parce qu'on sait que c'est quand même difficile, des pourcentages difficiles, mais voilà, je suppose qu'il y a un petit peu de déception à la fin de la course. Bah, oui, il manque un truc, hein. Pour ces Ardennaises, il faut bien se le dire. À la Flèche et Liège elle avait pas le niveau pour gagner. C'était mieux aujourd'hui, mais voilà, pas de regret. Hein. On a vu à la fin comment elle est là aussi. Hein. On voit à un moment donné, elle se retourne, ça veut dire qu'elle en peut plus, elle est au bout, mais elle est en compagnie, de pure grimpeuse, donc c'est compliqué et donc ça va. Enfin, moi, je m'interrogerai sur les ambitions à avoir pour un grand tour, sachant que en face il y aura des Vollering, des Pieterse et compagnie. Oui, ça va cogiter à mon avis dans la tête de l'autre Kopecky parce que là, je vois pas comment elle pourra gagner le Tour de France, qui est l'ambition. Là, franchement, quand on voit un petit peu ce qui s'est passé, bon, évidemment, il y a encore 3 mois pour se préparer. Un Tour de France, c'est différent d'une classique, bien sûr, mais ça pose question. Ouais, En tout cas, j'ai entendu dire, je préfère le préciser d'emblée, certains déjà y allaient en disant printemps raté pour Kopecky, va peut-être se calmer un petit peu. Elle a quand même gagné le Tour des Flandres, oui. Donc moi j'aimerais bien rater mon printemps comme ça. Hein. Oui, je suis d'accord. Et puis pour revenir sur le Tour de France, il y a aussi Anna van der Breggen qui va peut-être aussi vouloir briller à ce moment-là. Donc c'est vrai que pour l'Otto Kopecky, même si on a encore le temps, ça peut être 29 ans déjà, ça peut être compliqué. Je pensais qu'elle était encore plus jeune. Bref, il y avait du coup son ancienne coéquipière Demi Vollering. Alors là, on peut le dire clairement. On parlait de campagne, on va dire classique ratée pour l'Otto Kopecky, ce qui s'avérait faux. Là, on peut le dire, Demi Vollering, même si elle fait des bonnes places, les campagnes ardennaises, elles sont ratées. Tib, on est d'accord parce que elle était au moins venue là pour en gagner au moins une. Ça n'a pas été le cas. Oui, bah si tu viens avec l'objectif d'en gagner une, une. Et que tu ne le fais pas, c'est un raté. Maintenant, bon, les résultats sont là et l'objectif est un peu plus loin. Donc bon, est-ce que c'est raté à 100% dans l'absolu? Non, sportivement, elle a quand même répondu au rendez-vous et elle s'est fait battre par plus forte qu'elle et plus rapide qu'elle. Ouais, mais je te souviens de Demi Vollering qui éliminait tout le monde il y a pas si longtemps que ça. Alors elle a une équipe encore qui en surnombre, encore une fois. Je me posais la question des fois de la stratégie de la FDJ Suez parce que j'ai eu peur au moment où il laisse partir Anna van der Breggen alors qu'ils sont encore 2-3. On a vu Alice Chabet accélérer, on lui a dit de ralentir un moment. C'est vrai que c'est pas encore tout à fait rodé. Peut-être qu'il faut un petit peu de temps, James. Je sais pas, c'est peut-être ça qu'il lui faut encore. Je crois que c'est ça en fait le problème, c'est que c'est pas encore tout à fait au point. Faut dire aussi que voilà, on a une addition de talent hein, dans cette équipe et trouver le bon équilibre, c'est pas simple hein, parce que c'est vrai que cette équipe sur le papier c'est la plus forte. Je veux dire quand tu peux t'aligner au départ avec une musique, avec Labousse, avec Chabet, avec Vollering et j'en oublie les autres. Collectivement, bah oui, je veux dire, c'est la plus forte équipe, mais ça veut pas dire que tu vas gagner. Et donc c'est ça on a peut-être un peu aussi trop vite pléri cette habitude, cette idée de ouais bah oui FDJ Suez avec l'équipe qu'ils ont, ils vont tout massacrer. Ça se passe pas comme ça dans le vélo, enfin en tout cas dans le vélo féminin, je dis bien, parce que chez les hommes c'est différent, mais voilà.
C'est bien, c'est des défaites qui vont être instructives et comme l'a dit la team, l'objectif est encore un peu plus loin pour FDJ Suez. Qui compte avant tout, c'est gagner le Tour de France. Oui, le Tour de France féminin qui part de Bretagne cette année. On aura très envie de le voir, notamment avec les questions de Jérémy Sakian, peut-être le meilleur d'entre nous, qu'on reverra aussi sur sa déraille. On passe à on attaque pas, comme ça après on glisse tranquillement vers la fin. Alors il n'y a pas il y en a pas de débat aujourd'hui. On a essayé de faire un peu plus court, surtout que James va se faire virer par les videurs dans pas longtemps de la salle de presse de Liège-Bastogne-Liège. Donc on en profite pour avancer et on passe par on attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. On attaque pas les gars, vous savez ce que c'est, donc vous me dites de quoi vous avez envie de parler, et on commence avec la type qui a sûrement vu plein de choses, mais qui va devoir proposer qu'un seul truc. Moi je vais parler de l'instantané, hein. Et l'instantané avec ce suiveur stupide et irrespectueux pédalant avec fierté à quelques mètres de championne à bout de souffle, comme si en fait il partageait un peu le même monde. Sauf que en fait le sien ressemble plus à une story Instagram qu'à un exploit sportif qu'on a envie d'applaudir, si tu vois ce que je veux dire. Non mais attends, mais moi tu sais que j'avais pas compris, parce que moi je regarde, je vois un replay, je dis mais c'est qui. En plus je venais de regarder la course avant, masculine évidemment, donc j'ai pas tilté. J'ai pas tilté sur le coup, je dis mais attends, mais c'est qui j'étais en train d'essayer de deviner qui était la coureuse du AE qui était derrière en chasse à Royakers. Et en fait après j'ai vu que c'était un mec, je dis mais attends, mais on va où? En fait le problème c'est que t'as eu le jeté de bière il y a pas longtemps, il y a eu d'autres choses avant, mais en plus t'enchaînes avec ça. Faites attention les gars, faites attention parce que au bout d'un moment ils vont tout fermer, on va plus pouvoir vivre plus pouvoir vivre les courses sur le bord des routes. En fait, à force de bêtises, ça va nous niquer le cyclisme quoi. Non, et puis là, c'était une bêtise voulue, et fort heureusement qu'il y a un peu eu cette brève remontrance qui l'a poussé à quitter la scène, comment dirais-je, la queue entre les rayons. Mais faut rappeler que le vélo, c'est pas le terrain de jeu pour les égos, et surtout les égos des badauds, hein, et encore moins celui d'un rigolo du dimanche. Donc bon. Ouais, très très déçu. On va dire que les vraies héroïnes avalaient les kilomètres et les vallons, et que lui, il est reparti discret sans trophée, hormis celui du super connard, tout simplement. Et d'ailleurs, Alexandre Pasteur sur France Télé, que j'écoutais tout à l'heure, a dit, il aurait dû, non, je sais plus, ou peut-être un de ses consultants, il aurait dû se mettre dans la roue de Pogacar pour voir s'il arrivait à tenir. Tiens, c'est vrai que il a pas tenté là-dessus, malheureusement. Donc ça, on veut virer tout de suite. James, quelque chose que tu as vu particulier dans le vélo et que tu as envie de parler? Oui, c'est un petit peu l'enflammade qu'il y a autour d'un certain talent français, Paul Sexas. Donc évidemment, on quitte un peu Liège. Là, c'est incroyable le nombre de messages, de tweets que j'ai vu passer sur Paul Sexas cette semaine. J'ai l'impression, quand je ouvrais mon compte Twitter, Paul Sexas partout, Paul Sexas est trop fort, Paul Sexas c'est le nouveau, bla 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 bla. Mais laisse-nous nous enflammer. Non, mais vous allez encore faire la même connerie. Vous allez encore imaginer que ça va être le prochain vainqueur du Tour et vous allez encore être déçus. D'autant plus que celui-là, justement, c'est un vrai potentiel il a le profil parfait pour devenir enfin votre prochain vainqueur de Grand Tour parce que il grimpe bien et en plus il roule bien et il a une petite pointe de vitesse, donc il a vraiment le profil. Alors, de grâce, si vous voulez gagner encore un Grand Tour un jour, foutez-lui la paix. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Attends, t'as foutu la paix à ton Remco, toi? Quand il était à 17 ans, il mettait des piles à tous les pros, là. Tu crois que, attends, tu veux qu'on remette en arrière? On allait voir toutes les émissions de vélo de ce moment-là? En attendant, Remco a déjà gagné un Grand Tour. Oui, oui, ça c'est sûr. Voilà. Même si c'est qu'une Vuelta, mais c'est déjà fait. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire juste ça. Et pour son premier Tour de France, il fait 3e, donc c'est quand même pas dégueu non plus. Vu le niveau des deux autres au-dessus, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà. Mais nous on a pris un mec malin. Ouais, mais c'est que ça. Vas-y. Au-delà de ça, on a pris le mix de deux Belges, puisque Sexas, c'est à la fois le talent incommensurable de Remco et la générosité de Wout van Aert envers son coéquipier Nicolas Prudhomme. Et au vu de cette,
Au vu de sa déclaration, franchement, chapeau. C'est vrai, Ouais. c'est vrai qu'il a Ouais, été magnifique gagné. description. C'est un mélange de Remco et de Wout. Je ne pouvais pas aller plus loin. Non, c'est très bien. Non, Magnifique. mais super Je de faire gagner Prodhomme parce que c'est vrai que Texas qui a 10 ans de moins, bon, il attend d'en gagner d'autres et puis Prodhomme ça a été un équipier modèle et ça l'est toujours Mais, enfin, d'ailleurs. c'est Oui. surtout qu'il est allé contre l'ordre Oui. de la direction qui voulait que Texas gagne et en ça en fait Paul en sort encore plus grandi. Ouais, bravo, c'est notre seigneur. Voilà, James, désolé, mais on s'est enflammé, on va se calmer un peu et puis on reviendra en force un autre moment. Moi, Ouais, parce alors, que imagine un seul instant qu'il ne gagne pas le Tour d'Italie Espoir. Qu'est-ce que vous allez dire alors? pas, on va pleurer. Voilà, comme quand Remco s'écroule sur Liège. C'est comme ça, on fait comme ça, on pleure, Oui, on rigole. On et est- comme les Espagnols ont pleuré quand Ayuso est sorti du Tour de l'avenir. Voilà, tu vois, il y a plein de choses comme ça. On est comme ça. Le vélo, c'est quoi? C'est des montées, c'est des descentes. Bah, c'est pareil pour nous. Dernière chose, pour moi, pour on n'attaque pas. Je voulais parler de Jonas Vingegaard qui a annoncé son retour au Dauphiné. Alors, outre le fait de l'annoncer, c'est vrai que bon, on l'aura pas vu depuis un petit moment. Ça fait quand même 2 ans où la préparation de Vingegaard avant le Tour de France, c'est compliqué. On va voir à peu près ce qu'il en est. Peut-être que James pourra nous le dire, mais bon, bref. Mais sinon, c'est juste pour dire qu'on aura au Dauphiné. On aura donc Remco, Vingegaard, Pogačar, le Dauphiné d'habitude. C'est vrai qu'on sait que c'est une course de préparation au Tour de France, mais souvent entre les stages, entre un mec sur le Tour de Slovénie, entre un mec qui vient pas, etc. Elle ressemblait plutôt à une course pour les seconds couteaux qui ont envie de gagner un peu avant le Tour de France ou de se montrer un peu avant le Tour de France. Et ben là cette année, par contre, là ça rigolera pas. On va avoir enfin une course. Ça fait quand même quelques années, une course qui ressemble à une préparation pour le Tour de France. Et ça me fait plaisir, même si on verra si tout le monde est au même niveau à ce moment-là. Quelque chose à rajouter? Ça me permet de revenir sur un point sur ça parce qu'on critique souvent Vingegaard qui ne participe pas à suffisamment de courses. Bon là les événements ont fait que il est un peu out pour certains avant le Dauphiné, mais faut quand même le remercier. Faut quand même le remercier d'être ultra spécifique parce que tout le monde n'a pas la polyvalence de Tadej Pogačar et c'est en se préparant spécifiquement à 100% que tu peux essayer de mettre le Slovène dans ses cordes. Hein. Mathieu Van Der Poel, c'est pareil, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais au final, à être ultra spécialiste de son moment, c'est le seul qui a pu mettre des bâtons dans les roues à Tadej Pogačar et heureusement nous éviter une surdomination et une survictoire avec que des 1-1-1 partout du Slovène. Je suis d'accord. D'ailleurs, c'est toi qui as mis ces résultats en Belgique, et d'ailleurs où ça a été plutôt bénéfique pour Tadej Pogačar. C'est Jonas Krester. Ah, pardon. J'ai cru voir où il a remporté toutes les courses en Belgique, sauf un forfait. C'était ça en gros. Pour Tadej Pogačar, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. J'ai un dernier petit quiz qui est très rapide. Ne t'inquiète pas, James. Franchement, 5 minutes, ça va être très rapide. Vous allez adorer encore une fois. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est... Puisque le quiz ne porte pas sur Liège-Bastogne-Liège, non. Il porte sur une course qui a commencé aujourd'hui. C'est le Tour de Romandie. Le Tour de Turquie, qui a commencé aujourd'hui. Alors bon, il y a que quelques questions, hein. C'est pour la déconne, parce que je me suis dit, j'avais oublié que ça existait, voilà, mais bon... Quel salopard. Ouais, c'est magnifique. Allez, on va commencer gentiment, le chat peut jouer, évidemment, c'est un quiz un peu particulier sur le Tour de Turquie pour terminer ces Ardennaises en apothéose sur des plus belles courses du calendrier. Le saviez-vous, le sachez-vous, le Tour de Turquie est une ancienne course World Tour. C'est la première question. Quand est-ce que ça s'est arrêté d'être World Tour? En quelle année pour le Tour de Turquie? 2021. 2021, ce n'est pas bon, 2016. James. 2016, ce n'est pas bon. 2012, dans le chat, n'est pas bon non plus. 2014. 2014, ce n'est pas Il bon. peut rejouer. Oui, vas-y, rejoue, parce que là, il faut qu'on aille vite. Ah, Vas-y. 2022, non? Non. C'est pareil, ça. C'est, plus non, longtemps. 2018 n'est pas bon dans le chat. Allez, on va me trouver un... Bon, là, je réponse. Vous êtes pas loin. 2016. 2016, ce n'est pas bon. Sachez que ça a commencé, allez, petite aide. Ça a commencé en 2013. J'ai dit 13. Ça a commencé avec pour le Tour en 2017. Voilà. Déjà, ça peut vous aider. Vous avez des dates que vous avez dit. Et que, Alors, 2023. non. 2019, c'est dans le chat. 2019, les enfants.
Victoire Ok. du chat 2019 puisque ça s'est arrêté pour le Covid. Il y a eu quelques vainqueurs de renom pour le Tour de Turquie. Le plus connu, à mon sens, et il faut le trouver, le vainqueur du Tour de Turquie 2014, un coureur qui était à cette époque dans sa première année professionnelle, qui remporte donc le Tour de Turquie. Dans l'équipe, à l'époque, Dorica Greenedge. Donc, c'est un grimpeur. Sagan, c'est pas bon. C'est un grimpeur capable de monter sur les podiums de grand tour, qui est toujours en activité, britannique. La bonne réponse Yates. a déjà été donnée dans le chat. C'est Yates, de la Yates. part de Yaya Steak, qui a donné Yates, qu'il a remporté en 2014. 2 points pour le chat, 0 pour vous, messieurs. Troisième On question. va se faire liquider. Les Français ont brillé, quelques fois, mais n'ont jamais remporté cette épreuve. Difficile de trouver le nom des tricolores qui sont rentrés dans les 3 premiers. C'était très difficile. Mais par contre, il y en a 2 très connus qui sont montés sur le podium. Je vous demande d'en trouver un. Un des 2. Podium final alors. Podium final, évidemment. Podium final, au général. Ouais, il y a bien dû avoir une édition totalement plate avec Boigny. Non, ce n'est pas bon. Je vais donner des indices sur les coureurs. Ce sont 2 retraités, l'un récemment, l'autre il y a un petit moment, mais 2 grimpeurs, 2 très bons Pierre grimpeurs Roland. de leur génération. James, t'as dit? Pierre Roland. Pinot. Pierre Roland, ce n'est pas bon. C'est un Thibaut Pinot qui a été donné en même temps dans le chat. Et donc, je vais donner le point à Thib et au chat. Donc, ça fait 3 pour le chat, 1 pour Thib, 0 pour James. 4e question. Il n'y en a plus beaucoup, faut vite se rattraper. 2 coureurs ont remporté 11 étapes de ce Tour de Turquie, le record de l'épreuve. 2 sprinteurs retraités. Donnez-moi le nom d'un des 2. Et je te donne les indices. Cavendish. Cavendish, c'est une bonne réponse, mon cher James. 11 victoires, tout comme André Greipel, qui en a 11 victoires aussi. Je te donne le point. Donc, 3, 1, 1. Il reste plus que, alors, tac, j'ai envie de le quitter sans faire exprès. Il reste 3 questions. Tout est possible. Le Tour de Turquie, est une course qui avait servi de reprise à un coureur qui avait lourdement chuté il y a quelques années, qui est ce coureur. Boigny. Non. Il est peut-être tombé là. T'as dit quoi, Thib? Froome. Non, lourdement chuté, c'est un sprinter, vous avez bon, qui avait lourdement, très lourdement chuté, non, et qui était revenu sur le Tour de Turquie, c'était la première course de reprise depuis sa chute. Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen, c'est une bonne réponse, mon cher Thib. 3, 2, 1, tout est possible encore, puisque la dernière réponse va permettre de départager en cas d'égalité. 6e et avant-dernière question. Est-ce que vous pouvez me donner le tenant du titre? Qui est dans le peloton cette année du Tour de Turquie? Bon. Dans le peloton de ce Tour de Turquie? Ouais, il est toujours dans le peloton, et le peloton de ce Tour de Turquie, mais je vais vous donner des indices. C'est un coureur qui s'est illustré sur le dernier Tour de France, mais illustré seulement une journée pour ce coureur, qui est jeune, hein, évidemment, un profil plutôt baroudeur, qui passe bien les bosses. Une seule journée, plutôt en début de tour. Frank Vandenbroek. Frank Vandenbroek, c'est une bonne réponse, mon cher James. Tout se jouera sur la dernière question. Si le chat donne une bonne réponse, c'est gagné. Et du coup, vous reviendrez, sinon, vous, à égalité. Et ça sera magnifique pour terminer. Dernière question. Qui a remporté l'étape du jour, la première étape du Tour de Turquie? Simon Dehers. Je l'ai dit avant. Oh. Je l'ai dit avant. Écoutez. J'ai dit Simon Dehers avant, bien avant. Écoutez, je vais pas refaire le VAR. Je vais vous accorder un point à tout le monde finit à 3 points. Et c'est un quiz qui se termine dans la joie et la bonne humeur. Français, chat, belge. Je vais aller regarder tout ça. Eh bien, vous regarderez et vous plaindrez, évidemment, dans les commentaires. Voilà, on a terminé de cet épisode pour les Ardennaises. On se retrouvera juste avant le Giro d'Italia. Oui, ça arrive très vite pour cette édition qui s'annonce à peu près homogène. Hein. C'est pas trop le cas des grands tours suivants. Mais merci, messieurs, d'avoir pris ce temps. Merci, James. Voilà, on te laisse retourner travailler. Merci, Thib, d'avoir été là. Merci, le chat, encore une fois. Et puis, à très vite. Salut tout le monde. Allez, salut.